Donc moi, c'est Kevin Cancel, donc je suis chargé santé, sécurité, environnement et énergie chez Burkhardt depuis 3 ans et demi maintenant, dont 3 ans d'alternance. Et je commencerai pour présenter l'entreprise par une petite vidéo. Donc vous avez pu le voir, on est une entreprise de métallurgie, donc une industrie de métallurgie. On a été fondé en 1956 et on compte sur notre site 230 employés, dont 50% d'ingénieurs et de techniciens. En 2023, on avait à peu près 51 millions de chiffre d'affaires. On est certifié depuis un certain moment 9001 et 50001 et on a été certifié depuis l'année dernière 14001 et 45001. C'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Sur le même site, on compte une filiale commerciale qui a à peu près 50 employés, qui a été fondée en 1971 pour 30 millions de chiffre d'affaires en 2023. Donc c'est vraiment une filiale qui est sur le même site, c'est Burkhardt France, destinée uniquement au commerce. Donc on a des numéros de série différents, mais c'est sur le même site. Donc ça fait aussi une complexité en plus pour les certifications, parce que c'est aussi des systèmes d'énergie à gérer, des risques à gérer, à prendre en compte. Donc cette slide pour vous dire qu'on est présent dans plus de 30 pays différents du monde, principalement en Europe. On a 2 sites de production, donc en Asie, en Chine et aux USA. C'est des sites de production qui sont destinés uniquement à la vente locale. Donc c'est-à-dire que c'est adapté aux standards des États-Unis et de la Chine. Donc on produit en Chine pour vendre en Chine, on produit aux US pour vendre aux US. Donc on est expert dans tout ce qui est régulation de fluides. Sur notre site à Trimbar, on est expert dans tout ce qui est capteurs et autres débitmètres et aussi ce qu'on appelle les MFC, les Mass Flow Controllers. C'est des systèmes de régulation des fluides type gaz. Très rapidement, sur l'historique de l'entreprise à Trimbar, donc on a été fondé en 1956. L'activité a débuté à Strasbourg. En 1966, on a déménagé l'activité à Trimbar-Oval où on fabriquait des régulateurs à mazout. En 91, c'était la création du service de développement et production pour mesure de régulateurs de débit. En 2007, on a développé une usine orientée 100% capteurs. Donc on est devenu centre des différents sites pour les capteurs. Autre point important, lancement du FlowWave en 2015. C'est un de nos produits phares actuellement. Donc c'est vraiment un débitmètre, un régulateur qui capte différents paramètres et qui n'a absolument rien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut passer un fluide et il n'y a rien qui va rester accroché sur les parois. C'est adapté à tout type de fluide, que ce soit les crèmes liquides, l'eau,
etc. Et en 2021 jusqu'en 2023, on a agrandi le site. Donc, on a ajouté un nouveau bâtiment de production. On a ajouté aussi un bâtiment facility et outillage, un backbone, donc c'est un hub central, donc un couloir qui reprend tous les différents bâtiments et qui est prêt à en accueillir de nouveau si on tend à s'agrandir encore après. Et un nouveau bâtiment logistique et une nouvelle centrale énergie, donc année 2021 jusqu'à 2023 pour un total de 5000 m² à peu près. On va le voir, mais ça fait partie des difficultés aussi pour notre projet de certification. Le projet, justement, c'est de passer d'une certification 9001 et 50001 à une certification totale, donc 9001, 14001, 45001 et 50001, le tout en 9 mois. On a eu, voilà. C'est rapide. Ça fait partie des difficultés aussi. J'ai séparé la présentation en 6 étapes différentes. La première, c'est la demande de la certification qui a été venue de notre maison mère en Allemagne. Il y a des atouts à avoir une maison mère en Allemagne qui nous impose cette certification-là. Le premier, c'est les standards. Donc, ils ont beaucoup de standards à respecter, beaucoup de documents sur lesquels on a pu se baser pour construire notre système, les différentes documentations. Il y a de l'expérience. Forcément, ça fait un moment qu'eux sont certifiés. Donc, ils ont de l'expérience, ils savent comment se passent les audits, ils ont des contacts, etc. Et il y a évidemment aussi du soutien de la part des collègues allemands. Donc, ils nous ont accompagnés sur ces audits-là. On a fait des pré-audits ensemble et on était assez bien suivis. Il y a forcément aussi des aspects négatifs. Donc, j'ai dit que les standards, c'est un aspect positif. C'est aussi un aspect négatif, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés à notre système à nous, à notre réglementation à nous. Et parfois, c'est un peu difficile de leur expliquer qu'on a une réglementation qui est différente et que nous, on ne bosse pas de la même manière. Je pense principalement à la veille réglementaire, j'y viendrai un peu plus tard, mais ils ont un système de veille qui est propre à l'Allemagne et qui est pas du tout adapté au nôtre. On a dû revoir ça. La barrière de la langue, forcément aussi, c'était un problème. C'est-à-dire que c'est une entreprise allemande, maison mère allemande, et du coup, nous, en tant que Français, la langue officielle, c'est l'anglais. On maîtrise à peu près, mais pour les termes techniques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc forcément, vive DeepL, ça nous a beaucoup aidé. Étape 2, c'est notre expérience, état des lieux. Donc juste pour mettre un peu dans le contexte, on était certifié 9001, 50001 avec des bases solides depuis un certain temps. La 50001, le système, c'est pas nous qui le gérions, c'est les Allemands. Donc nous, on était principalement opérationnels. Là, on va passer de la 14001 et de la 45001 avec un objectif de 9 mois, avec le système piloté uniquement chez nous. En 2022, décembre 2022 ou alors début 2023, on nous a demandé de passer ces certifications pour septembre 2023. Donc comme dit, 9 mois, c'était très court. Finalement, on a réussi à décaler l'audit à novembre. Ça nous a laissé un peu plus de temps qui était franchement nécessaire. En termes d'affectation, on avait 2,5 personnes. Je dis 2,5 parce qu'il y avait d'une part le responsable HSE maintenant, notre responsable système et ISO et qualité, qui nous a aussi épaulé. Et le 0,5, c'était moi parce qu'à l'époque, j'étais encore en alternance. Donc entre le mémoire, les cours et ça à côté, on a considéré 2,5 personnes, en plus de nos tâches quotidiennes, qui sont restées les mêmes. L'étape 3, c'est la question de passer SMI ou pas. Donc là, on a eu une belle valeur ajoutée de résilience qui nous a guidés là-dessus. Donc c'était en contact avec notre responsable des systèmes et qualité. On s'est posé cette question, est-ce qu'on le faisait ou pas? Finalement, on a décidé que non, pour une raison simple, c'est que la qualité est vraiment séparée de la HSE. Donc on a deux services différents. On bosse très peu ensemble. Pour l'instant, ça passe très bien. Donc, on reste sur ces mêmes systèmes, sur ces mêmes procédures. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une solution, avec un manuel et une politique 9001, avec chapitre 4, donc tout ce qui est contexte d'organisation, etc. Et un petit frère qui en découle, donc le manuel et politique 14001, 45001 et 50001. L'étape 4, c'était la création d'une roadmap de conformité qui a été organisée par chapitre. Du coup, on s'est basé sur les chapitres de la norme et on a listé par chapitre tout ce qui nous manquait. Donc là aussi, on a Résilience qui nous a aidé sur comprendre la norme. Parce que c'est notre responsable des certifications qui les a étudiées et il s'est fait aider par Résilience pour comprendre comment elle fonctionnait. Cette roadmap, elle nous a servi pour communiquer, donc à tous les niveaux de l'entreprise, aussi bien au niveau du management qu'au niveau du CSE, voire même des salariés dans certains cas. Elle nous permet aussi de prioriser et forcément de ne pas se perdre dans des détails de la norme qui sont futiles et qui prendraient trop de temps par rapport à ce que ça peut apporter. Ça nous a aussi forcément permis de repérer les goulots d'étranglement dans le planning temporel, forcément. Et en découle forcément la 5e étape, c'est la création d'une liste de tâches et d'un plan d'action qu'on a suivi sur les 9 mois avec des priorités. Ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur une création documentaire qui nous manquait. Je pense principalement aux procédures, type procédure d'urgence, plan de continuité d'activité qui n'était pas clair, urgence chimique qui n'était pas forcément bien rédigé. Donc on a dû les créer aussi. Ça nous a permis de combler des manques divers. J'en parlais, la veille réglementaire, on n'était pas bon du tout. On avait une réglementaire basée sur la veille réglementaire de l'Allemagne, sauf que cette veille-là fonctionnait uniquement pour les lois européennes,
mais pas sur les lois françaises. Donc on avait quasiment aucune info sur les lois françaises, si ce n'est évidemment tout ce qui est veille de l'UIMM ou autre. Donc on a dû partir de zéro sur nos veilles réglementaires et faire appel à un outil extérieur, j'en parlerai un peu plus tard. Et forcément, cette liste de tâches nous permet de nous assurer de rester sur le chemin. Donc on a des responsables, des temps, et on arrive à communiquer facilement aussi avec celle-là. Enfin, 6e étape, ça a été les actions pré-audit. Du coup, pour être sûr d'être conforme et d'être prêt pour notre audit, on a mis 2 types d'audits en place. Le premier, c'est un audit plutôt système corporate. Donc, c'est les Allemands qui sont venus nous auditer plusieurs fois et plusieurs semaines avant l'audit pour voir si on était prêt, mettre le doigt sur quelques manquements. Et un autre audit type interne, donc plutôt terrain. Donc on a mis en place, et on le fait encore régulièrement tous les 3 mois, un audit interne où on passe dans les différents ateliers. Donc je rappelle, on est 250 personnes à peu près sur site, donc ça fait pas mal d'ateliers à faire. Mais on arrive à mettre le doigt sur quand même quelques défauts. Si on fait un audit d'ailleurs, et qu'on ne voit aucun défaut, c'est sûrement qu'on l'a mal fait ou qu'il y a un truc qui est louche. Donc c'est pas positif de ne voir aucun défaut en entreprise, surtout dans une industrie. Et enfin, ça nous a aussi permis de rédiger les revues de direction et la création d'objectifs. Donc même si on était au milieu de l'année, on a quand même dû faire ces revues de direction, donc environnement, énergie, santé, sécurité. Même si c'était au milieu de l'année, c'est pas grave, on les a quand même faites. En conclusion, donc on a eu nos certifications l'année dernière, forcément, 2 non-conformités mineures qui ont été relevées. La première, assez basique, c'est un risque dans le document unique qu'on a surévalué par rapport à ce qu'il est vraiment. Ça a pas plu à l'auditeur, je peux comprendre, même si on n'est pas forcément d'accord avec son choix, mais c'est pas grave, on applique. Et la deuxième non-conformité, vous vous en doutez, c'est la veille réglementaire. Donc on a eu le temps de changer de logiciel après benchmark, etc., 3 semaines avant l'audit, ce qui fait qu'on avait encore 2500 et plus textes à évaluer, un à un, à dire si oui ou non on est conforme. On en a encore beaucoup actuellement, mais donc ils l'ont considéré comme non-conformité mineure parce qu'ils ont bien compris qu'on était sur le point de changer pour une bonne cause et qu'on était sur les bonnes voies. Donc on a fait un plan d'action derrière pour expliquer que on a priorisé les textes à analyser et on les fait sur 1 an ou 2. Nous, ce qu'on a ressenti, c'est une vraie prise de conscience et une implication de la part des responsables dans les systèmes de management. Donc que ce soit aussi bien la direction, le comité de direction ou les managers opérationnels qui ont vraiment pris en considération la sécurité. Et justement, nous, on se prend beaucoup plus, on a l'impression d'être vraiment plus pris au sérieux. Donc nous, l'équipe SSE, on a gagné une certaine légitimité, que ce soit au niveau opérationnel, mais aussi au niveau de direction. Donc maintenant, tous les mois, on fait notre revue de management, on présente au comité de direction l'évolution de certains indicateurs, etc. Pour ce qui est de la présentation, j'ai fini. Je suis prêt à répondre aux différentes questions, y compris les questions de résilience que j'ai anticipées. Je vous écoute si vous avez des questions déjà. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la démarche? Le temps. Non, j'ai une slide pour les difficultés, justement. Je vais y venir. Merci pour la passe décidée. Alors, difficultés rencontrées. Alors, je commencerai par l'agrandissement du site. Donc forcément, je l'avais expliqué au début. On a eu ce délai de 9 mois et qui finalement s'est allongé à 10-11 mois pendant notre déménagement. Donc en termes de santé, sécurité, en termes d'environnement, nous, on avait encore plein de travail à côté. Réévaluer tous les risques, être appelé à chaque fois pour les différents projets, la nouvelle gestion de déchets, etc. Donc d'un point de vue temporel, c'était assez compliqué. Je l'avais expliqué, on était complètement débutant, on avait une vraie page blanche en 14001. Donc à part la gestion des déchets, on maîtrisait pas grand-chose finalement. D'ailleurs, on vous a mis aussi sur toute la partie CPE. Oui, à côté. En plus de ça, ouais, effectivement, à côté, il y a eu toute la partie ICPE où on a eu l'aide de résilience, et tant mieux d'ailleurs. Parce que c'est dur à maîtriser. Je précise quand même que d'un point de vue réglementaire, on était bon à plus ou moins tous les niveaux, à part quelques articles qu'on arrive à voir maintenant avec notre nouvelle veille. Mais en fait, on était assez bon là-dessus. Et d'ailleurs, ça nous a aidé. Et ça a été une belle phase d'aide pour entamer les certifications. On a eu quelques audits déjà avant qu'on ait eu la demande de certification. Et les Allemands nous ont expliqué qu'on était déjà plus avancé sur certains domaines que eux, qui sont certifiés depuis un certain temps. Pas partout, forcément. En l'occurrence, en environnement, on n'était pas assez avancé. Mais en sécurité, on y était déjà. On est une entreprise complexe. Vous l'avez vu dans la vidéo, on a plein de services différents, dont des salles blanches, des laboratoires. On a traité déjà plus de 800-900 références chimiques différentes sur le site. On a des industries, on a de l'usinage, de l'outillage, etc. Donc forcément, c'est une difficulté en plus. Les réglementations sont différentes en Allemagne et en France. Je l'avais expliqué, les standards changent, les réglementations changent forcément aussi avec. Et un manque de temps des responsables opérationnels. Alors ça, je pense que c'est un peu le cas partout. Du moins, HSE, on identifie beaucoup un manque de temps ou d'implication de la part de certains responsables opérationnels. La raison peut y en avoir plusieurs, sûrement toutes à la fois. Ça peut être en raison d'un manque de temps, tout simplement, parce que eux aussi déménageaient et devaient anticiper ça.
Ça peut être un manque d'implication parce qu'on ne reconnaît pas l'intérêt forcément de la sécurité de l'environnement. Donc là, c'était à nous de communiquer correctement avec eux pour leur expliquer l'intérêt que ça peut avoir pour leurs collaborateurs. Et d'autres raisons aussi diverses et variées. Du coup, on peut passer au point suivant. Excellent, j'ai une slide pour ça. Sur les axes, les éléments qui vous ont aidé, sur ce qui vous a permis de réussir finalement en temps, genre les 9 mois plus 2, de temps imparti. Je vais commencer par la base réglementaire, je l'avais déjà plus ou moins expliqué aussi. D'un point de vue réglementaire, même si on n'avait pas notre veille, on était quand même correct partout. Et ce qui fait que c'était une très bonne base pour pouvoir créer du coup le système et les quelques documents qui nous manquaient. Gestion de déchets était déjà mature, heureusement. C'est réglementaire en plus. Il y a des éléments leaders qu'il ne faut pas négliger, que ce soit aussi bien dans l'opérationnel, donc des opérateurs, des managers ou autres techniciens, etc. C'est des gens qu'il faut suivre et qu'il faut absolument encourager. On a commencé à créer plein de bottom-up. Depuis l'année dernière, on a mis en place aussi des quarts d'heure sécurité. Et ça nous a aussi beaucoup aidé pour remonter les informations, pour remonter les points dans les ateliers qu'on ne voyait pas. Donc on est quand même une entreprise qui tend à s'agrandir. On ne connaît pas tout le monde, on ne connaît pas tous les opérateurs. Et ça pose un peu un problème en termes de HSE. Depuis qu'on fait les quarts de sécurité, eux nous connaissent, nous on les connaît, on arrive à échanger et c'est beaucoup plus clair comme ça. Et gros point fort aussi, c'est forcément la réalisation de l'analyse environnementale avec résilience. C'est-à-dire que sans l'aide de résilience, on n'aurait pas pu le faire du tout. On débutait, on pataugeait. Moi en cours, je l'avais vu pendant 4 heures, c'est pas moi qui aurais pu faire cette analyse. Voilà. Et pour finir, du coup, c'était pas. Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Parce que là, je sens tout le monde a maintenant envie de faire une quadruple certification. Voilà, le 2 ce matin. On va dire, finalement, c'est pas si compliqué. C'est des conseils pas compliqué. C'est pas compliqué si on a déjà une bonne base, forcément. Premier conseil, ne pas chercher la perfection dès le début. Forcément, vous n'y arriverez pas. Nous, on n'y arrivera pas non plus. Et il nous faut encore de nombreuses années avant de chercher la perfection. On ne l'aura jamais d'ailleurs. Quand on a eu une certification, ils nous ont dit qu'on avait mis le level assez haut lors de la certification, forcément, mais que pour la prochaine, il faudra aller encore plus haut. C'est-à-dire que les remarques qu'ils nous ont mis sur la certification, ça pourrait devenir une non-conformité si on ne les traite pas d'ici là. Savoir se faire aider spécifiquement, et ça va mettre le doigt sur les points qu'on a bloquants, sur lesquels on n'arrive pas à avancer. Pour nous, c'était principalement l'analyse environnementale et toute l'organisation système, où on n'avait pas de compétences, et on n'avait pas le temps de se former en 9 mois. Donc on a pu se faire aider par résilience, et on a assumé avoir des lacunes là-dessus. Et ne pas hésiter à construire des KPI solides, donc des indicateurs vraiment pertinents, qui pourront aider non seulement à communiquer, et aussi à se remettre en question dès qu'il y a des dérives. Que ce soit en énergie, je ne l'ai pas forcément précisé, mais l'énergie, on est certifié depuis quelques années, mais on avait le recyclage au même moment. Et du coup, on a dû aussi se préparer au recyclage de la 50001 pendant qu'on passait nos audits 14 et 45. Donc les KPI, c'est super important.